Oui, vous m'entendez, oui. Oui, on a beaucoup parlé de valeurs. Moi, en vous entendant, je me posais une question, notamment par rapport aux orphelins apprentis d'Auteuil. Il n'y a plus orphelins. Voilà, bon, les OAA, d'accord. Les apprentis d'Auteuil. Apprentis d'Auteuil tout court, d'accord. Non, ce que vous dites, vous avez un peu abandonné le registre religieux, carême, tout ça. C'est vrai que c'est beaucoup moins présent dans votre communication. Et je rebondis. On l'a pas abandonné. Oui. Non. Enfin bon, en tout cas, vous m'avez dit à carême, on parle plus de carême. Moi, je me posais la question par rapport à l'intervention de M. Poitvin au début. Est-ce que vous n'étiez pas en train de devenir un peu une fleur fanée qui se déracine de ses valeurs à l'origine? Oui, et bon, parce que derrière, vous dites, en fait, on se rejoint tous sur des valeurs universelles. Bon, c'est vrai, mais quelles sont ces valeurs universelles et qu'est-ce qu'on met derrière? On a bien vu au début, avec M. Poitvin, la liberté, l'égalité, on peut mettre plein de choses derrière. On peut dire qu'on est de ces valeurs-là, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a réellement derrière? Moi, j'ai été frappé dernièrement par le cas de Vincent Lambert. Vous avez des gens qui se sont donc indignés, et au nom de la dignité, il ne fallait pas communiquer comme on a communiqué. Mais de quelle dignité on parle? Enfin, pour moi, on n'est plus du tout sur la dignité, les gens qui ont dit que il ne fallait pas faire ce qui a été fait au nom de la dignité. Bon, après, voilà, c'est qu'est-ce qu'on met derrière ces valeurs-là, qu'est-ce qu'il y a réellement? Donc, quand on dit valeur universelle, quand on dit dignité, finalement, si on ne sait pas ce qu'il y a derrière, il n'y a plus grand-chose, en fait. Et on est une fleur qui fane. Donc, moi, je voulais juste attirer l'attention, voilà, sur ça. Est-ce que vous risquez pas, bon, par exemple, je prends votre cas, mais de tomber là-dedans, quoi. Voilà. Alors, je vais demander à Marion de répondre, parce que je reste ici sur ma chaise, tranquillement. Donc, fleur fanée ou graine de sénévé? Bon, moi, j'avoue que je vois pas bien quelle est votre question, en fait. Je vous le dis très honnêtement, je suis désolée. Aujourd'hui, comme je le disais, on est une œuvre d'église, on est une fondation catholique. Notre mission et ce qu'on fait au quotidien pour accueillir, éduquer, former les jeunes qui sont en difficulté, prendre soin et prendre en charge également des familles qui sont en difficulté. C'est parce que on a puisé tout ça, comme je disais tout à l'heure également, dans les textes de l'Évangile et dans ce en quoi on croit. On est quand même vraiment là dans le fait de tendre la main, dans l'amour du prochain. Le maître mot de la fondation, c'est confiance. Ça fait partie de notre signature même. La confiance peut sauver l'avenir. Confiance, ça veut dire, pour reprendre les références étymologiques du début, avec la foi. Fides. Voilà. Donc, on est là-dedans. Après qu'on choisisse aujourd'hui de ne pas brandir cet étendard partout, tout le temps, voilà, c'est un choix qui a été fait et il ne me semble pas qu'on soit du tout dans le cadre d'une fleur fanée. Puisque, au contraire, aujourd'hui, on accueille malheureusement de plus en plus de jeunes, on accueille de plus en plus de familles et on prend soin d'eux, on prend en charge cette détresse et cette fragilité. Et on le fait en essayant de se renouveler toujours, de construire des prestations, de construire des projets qui vont pouvoir correspondre à des nouveaux besoins. Donc, voilà. Moi, il me semble pas que le fait de ne plus envoyer un mailing au moment de carême soit symbole d'une fleur fanée. Prochaine question. Merci beaucoup. Vous avez beaucoup parlé du langage. C'est vrai que chaque mouvement a un petit peu son langage parce qu'il a son identité, il a une pédagogie, donc il emploie certains mots. Vous avez dit qu'il fallait sortir du religieux, enfin de certains mots qui ont une connotation qui ne dit plus rien aux gens. J'aurais bien aimé que vous précisiez ce que vous mettez sous ce mot de langage. Est-ce que c'est que ça doit être un langage qui est plus dans la vie, parce qu'à travers l'exemple qui avait été donné là tout à l'heure dans ce salon du container, là, oui, je veux dire, à partir de choses qui sont vraiment dans la vie, qui font réagir,
J'aurais voulu savoir ce que vous mettez un peu plus sous le mot de langage. Un langage pour tous. Qu'est-ce que vous voyez? Qui répond? Christophe, Jean? C'est vrai qu'on se rend compte que les mots que l'on emploie peuvent séparer, peuvent diviser parce qu'ils ne sont pas compris. Déjà, entrer dans un espace religieux, pour certains, c'est déjà s'engager. Et il y a une difficulté pour entrer dans cet espace. Et je pense qu'un espace virtuel qui a des fondements religieux aussi, pour certains, ils ne vont pas oser, pour tout un tas de raisons. Et on ne peut pas forcément répondre à toutes les inquiétudes, mais il faut en avoir conscience pour choisir le langage qui, tout en affirmant une identité, ne va pas être clivant. Parce que les personnes auxquelles on s'adresse ont une expérience parfois du religieux qui peut être malheureuse, des craintes, des espoirs que nous ignorons, mais notre langage doit essayer de gommer des aspérités, en tout cas ne pas être abscon, ça c'est sûr, c'est ce que nous disions tout à l'heure. On a aussi notre langage à nous, comme tous les groupes d'ailleurs dans la société, ont leur langage, qui peut être même jargonnant. Essayons d'avoir un langage simple, d'exprimer des choses que la majorité de nos concitoyens peut comprendre. Merci. Prochaine question. Alors, Marianne, tu libères le micro, s'il te plaît. Donc, je voulais la traversée. Ce qui m'a surpris, parce que j'ai été invité, on n'a pas du tout le même, enfin pas tout à fait la même trajectoire à propos des racines. Donc c'est Père Christophe qui m'a invité à venir ici. Mais au départ, on est né, on parle du problème de oser. On a osé effectivement, il y a maintenant une vingtaine d'années, se lancer dans quelque chose à quelques-uns en relation avec des accompagnements aux soins palliatifs et de personnes qui étaient en souffrance et en relation avec les problèmes de séropositivité. Et là, il n'était pas question d'emblée de religion, non, absolument pas. Et donc on s'est centré sur la question de faire face à des personnes qui vivent l'exclusion, qui sont souvent dans la désespérance, qui ont perdu au niveau des liens, les liens sociaux ont été rompus, laminés, et ils se retrouvent dans l'isolement. Donc à quelques-uns, on a pensé qu'on pouvait répondre à ça. Donc on a essayé de répondre par l'idée du don. On avait fait dans cette expérience-là, de relation avec ces personnes-là, on a pu voir aussi qu'il y avait une dimension qu'on pourrait appeler de la transcendance, des gens qui n'étaient absolument pas, que je disais comme athées ou absolument pas croyants, exprimés dans des moments qui étaient fondamentaux, où il était question de mort ou de vie. Ils exprimaient une dimension que nous, on a appelée spirituelle. Et on s'est centré donc sur la question de l'homme en tant que tel. Qu'est-ce que pour nous, et cet homme, on est parti donc de valeurs. Et votre question alors? Alors ma question. En fait, oui. C'est aussi un témoignage d'un Oui. rebours. Oui, à rebours. Il y a surtout des associations à fondement religieux, et eux, ils ont fait la démarche inverse. D'accord. Ils n'avaient pas de fondement religieux Alors, au départ, et ils sont venus par leur questionnement et la pratique. Oui, je ne vais pas vous ennuyer, je vais m'arrêter assez rapidement, mais ça me semblait une démarche. On est devenu maintenant, on peut dire qu'au bout de maintenant 20 ans de fonctionnement et d'action sur le terrain, on peut dire qu'on a rejoint cette dimension des racines chrétiennes. Voilà. Et qu'on est en mesure, de parler de valeurs, de créativité, sobriété, justice, fraternité par exemple. Ça, on est en mesure d'en parler, de force de vie, et que c'est cette dimension-là qui a fait que pendant 20 ans, à travers des situations difficiles, on a pu faire face. C'est pas un questionnement, vous direz, mais c'est une façon de nous questionner, nous,
voyez, ça nous a questionné. Donc, on a été plusieurs fois, enfin, nous-mêmes, on a fait cette démarche-là avec Christiane. Bon, on n'était pas du tout dans l'orthodoxie, parce que maintenant, on a fait cette démarche d'entrer dans du religieux, bien qu'on soit déclaré à confessionnel. On a été plusieurs fois, on a des liens très forts avec des milieux catholiques, et on a été, j'ai fait une intervention à Radio Notre-Dame, hein, c'est ça, 12 ou 3 interventions, ce qui a soulevé au niveau de l'association, évidemment, des questions. On a été, on comprenait mal, mais on est là-dedans et on exprime à travers nos conférences, les conférenciers, et puis tous nos textes, cette dimension des valeurs, cette dimension de cette force de vie qui fait qu'on est animé, on parle de la foi, de cette dimension de la foi. Merci pour ce témoignage. Donc une prochaine question, il y en a plein. Bonjour, c'est pas vraiment une question. Yael Hirschhorn, je suis la responsable de la communication du Grand Ramin de France. Merci Raphaël de m'avoir invité. Voilà, dans cette optique-là, j'ai déjà une petite chose à dire par rapport à ce qui a été dit dans le premier panel où vous avez parlé des valeurs chrétiennes. Alors, je vais pas dire que ça m'a heurté, mais c'est pas des valeurs chrétiennes, c'est les valeurs de foi de façon générale. Et en fait, nous, quand on communique en fait avec exactement la même liste de valeurs que vous avez énumérées tout à l'heure. Donc ça, c'était la première chose aussi par rapport aux responsables d'associations qui peuvent être là, en fait, quelle que soit la foi et quel que soit ce en quoi vous croyez, a priori, à partir du moment où il y a un don de soi et il y a un altruisme, les valeurs sont les mêmes, que ce soit religieux ou pas, en plus, que ce soit des valeurs humanistes de façon générale. Et pour revenir aux questions de laïcité aussi que vous avez évoquées, et des implications du 11 janvier, moi, de par ma fonction, j'ai exactement la perception inverse. D'abord parce que le 11 janvier, parler pour Aude aussi, que je connais un peu, mais pour d'autres, on est venu frapper aux portes des responsables religieux en leur disant on a besoin de votre aide, parce que la laïcité, c'est construire avec tout le monde et construire aussi avec les religieux. Notamment, alors là c'était en temps de crise, donc nous notre idée c'est de dire c'est pas seulement pour réagir mais c'est aussi pour construire quelque chose à long terme. Je referme la parenthèse. Et l'autre chose c'était l'histoire de l'ignorance et du dialogue. Alors même si ça a des bases et des fondements qui sont dramatiques, qui sont et Charlie et l'hypercachère, depuis 6 mois on n'a jamais fait autant de rencontres et de débats interreligieux que depuis très très longtemps. Donc tout ça pour dire que la laïcité, oui, elle a des définitions parfois un peu nombreuses et un peu diverses, mais moi j'ai vraiment l'impression inverse. Voilà. Alors peut-être qu'on va demander, d'abord crise en chinois c'est la naissance, donc naissance de liens qui se font, et Pauline va peut-être répondre. Un dialogue, mais peut-être entre institutions. Je ne suis pas sûre qu'il y ait eu autant d'effets positifs auprès du grand public. Et c'était plutôt là mon point de vigilance. Je pense qu'effectivement, les attentats ont créé des crispations autour de cette question du religieux pour le grand public. Et c'est vrai que nous, en tant qu'association avec une vocation humanitaire, on cherche aussi l'adhésion du grand public. Et de se présenter auprès du grand public comme étant religieux, ça peut nous poser problème. En tout cas, c'est ce que l'on vit dans nos associations. Coupe, mais je parlais de débat avec un public, hein. Je ne parle pas de relations entre institutionnelles qui, oui, existaient effectivement avant. Je ne sais pas qui exactement vous a appelé. Après, effectivement, ça a encouragé le débat interreligieux, et tant mieux. Il était temps peut-être de le faire. Mais c'est vrai que pour... on va dire le citoyen lambda, ça peut poser problème, et nous, ça reste en tout cas une problématique que l'on vit au quotidien dans nos associations. Pour répondre aux valeurs, c'est ce que j'ai dit, et c'est difficile d'identifier des valeurs qui seraient purement chrétiennes. D'abord, nous sommes des associations, nous avons, je pense, aussi des valeurs humanistes qui sont partagées
par des associations chrétiennes ou non chrétiennes. On n'a pas le monopole, évidemment, ni du cœur, comme diraient certains, ni de l'humanisme. Mais il y a en tout cas peut-être une communication un peu plus forte sur des points spécifiques, les points que j'avais listés, pour les associations chrétiennes. Mais évidemment, je ne prétends pas que nous soyons les seuls à apporter ces valeurs, et Dieu merci. Merci. Prochaine question. Je me permets de prendre la parole, je suis désolée. Je m'autorise le droit de couper la parole à tout le monde, c'est génial. Je voudrais dire deux choses. La première, c'est merci. Alors, on est dans un cadre, c'est vrai, un peu catho. Il y a une majorité dans l'Assemblée, dans les intervenants, un peu chrétiennes. Donc, je voulais remercier les autres religions qui ont eu le courage, les autres représentants des religions qui ont le courage de venir dans ce contexte, qui était différent. Donc, merci Salah, merci Yael et puis tous les autres. Et puis, je voudrais donner la parole à Sandrine, qui est représentante de... Pardon. Si j'ai le droit de le dire. Qui est représentante de Solidarité Laïque. Et donc qui vient ici sans étiquette religieuse, mais qui a fait un long mémoire et de longues années d'études sur justement tout ce qui est étymologie, pour revenir sur la question de comment on rend lisible qui on est et quelles valeurs on porte. Sandrine, à toi. Alors, merci Raphaël, parce que j'aurais été trop timide pour prendre la parole toute seule. Donc effectivement, je travaille à Solidarité Laïque, mais on m'a bien demandé de préciser que je suis là à titre personnel, parce que ces questions m'intéressent dans le cadre des recherches que j'ai menées dans mes études. Néanmoins, j'ai le droit de dire que je fais partie de Solidarité Laïque. Donc je précise le champ de recherche dans lequel j'ai travaillé. J'ai fait mes études en sciences du langage et de la communication. Donc ce que vous dites sur les questions de langage, de mots en particulier qui transportent des valeurs, peut-être que je peux y contribuer un petit peu. J'ai travaillé moi-même sur la communication d'une association en Suisse qui n'a absolument pas de fondement religieux, mais qui s'appelle Addiction Suisse, et qui travaille dans la vulgarisation scientifique de la prévention des addictions. Et pour eux, il y avait un vrai problème, parce que certains mots qu'ils utilisaient sont des mots qui sont ceux du domaine médical, scientifique, et qui du coup ne parlent pas au grand public. Et ils utilisaient des termes, par exemple, comme alcoolodépendant. Et c'est le terme médical pour parler des personnes qui sont malades de l'alcool, mais c'est un terme qui a le mot alcoolo dedans, et qui donc porte des représentations sociales très marquées. Et ils recevaient des téléphones des médias après chacun de leurs communiqués de presse qui les accusaient d'être contre l'alcool, alors que ce n'est pas du tout leur propos, et enfin pas seulement contre l'alcool, mais également contre les personnes qui en sont malades, alors que bien au contraire, ils cherchent à œuvrer pour le bien de ces personnes. Et c'est un petit exemple qui permet de montrer que un terme n'est jamais neutre. On parle par exemple, en sciences du langage, on n'accepte pas le mot synonyme, ça n'existe pas. Il n'y a que des presque synonymes, parce que un mot ou un autre, s'il y en a deux, c'est parce qu'il a une représentation sociale qui lui est liée, ou peut-être, quand je parle de représentation sociale, je parle autant des valeurs qui peuvent y être apposées que, par exemple, des milieux dont il est censé émerger. Il y a des termes qui vont paraître plus bas que d'autres, des termes qui vont être liés à des représentations politiques, à des prises de position, et dans votre cas à des positionnements religieux. Et effectivement, choisir le terme de salut, c'est forcément connoté. Alors, un mal ou pas, ça c'est à vous de le choisir. C'est à vous de le choisir dans le sens où si vous souhaitez mettre en avant votre identité religieuse, alors il faut choisir ces mots-là, qui sont les mots qui vont le mieux exprimer cette identité. En revanche, si vous voulez axer la communication autour des actions que vous menez et des valeurs plus humanistes et moins connotées qui vous transportent, alors ce sont des termes qu'il faut peut-être éviter, parce qu'effectivement, ils sont liés à un champ sémantique et à des représentations sociales marquées aujourd'hui. Voilà. Alors, salut, je vous dis à ceux qui ne savent pas, mais salut, c'est ça, et ça veut dire étymologiquement, je n'ai pas d'armes dans les mains. Voilà, c'est l'origine de ça. Bien sûr. Prochaine question.
Bonjour. Moi, c'était pas une question, c'était juste une remarque par rapport à une campagne de communication que j'avais trouvée très réussie, qui était une campagne de Secours Islamique il y a quelques années, qui pour moi était vraiment très chouette parce que je trouvais qu'elle portait vraiment de manière très fine en fait des valeurs religieuses. C'était une campagne d'affichage où on voyait, je crois, un enfant et il y avait simplement une phrase qui était: la souffrance n'a ni âge, ni genre, ni origine, ni religion, je crois. Et c'était ça. Non plus. Et c'était signé simplement Secours Islamique de France, et j'avais trouvé que c'était vraiment très fort et très fin parce que c'était une manière voilà de parler de solidarité tout en affirmant par le nom du CIF les valeurs en fait qui portaient cette solidarité, et voilà, je l'ai gardé en mémoire et je trouve que c'était un bel exemple. Je le dirai au service com, merci beaucoup. Question là-bas. Là encore, ça va pas être complètement une question. Je rebondis simplement sur la question du langage. Justement, je suis la directrice de la communication du BICE, dont Margot vous a parlé. Un point qu'on n'a pas évoqué à propos de Charlie, qui a quand même été, des événements de janvier qui étaient assez symptomatiques, et sur vraiment l'utilisation des mots. Les attentats, le premier attentat, celui de Charlie Hebdo, a eu lieu le 7 janvier. Le 8 janvier, avec Margot, on devait faire partie de notre newsletter. On se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on en parle ? Est-ce qu'on n'en parle pas ? Et finalement, on prend la décision, avec l'accord de la secrétaire générale et du président de l'association, de sortir une reprise de Je suis Charlie, en disant les enfants aussi devraient être Charlie, très axé sur le droit à la liberté d'expression, évidemment, qui fait partie de la Convention des droits de l'enfant et qui était vraiment l'axe unique de la news que l'on reprenait. Et là, pour le coup, on s'est quand même pris des tombereaux d'injures. Et la question du langage là-dessus me semble particulièrement intéressante, parce qu'on n'a jamais, pour moi, et pour le coup, comme le dit Margot, on a vraiment engagé le dialogue avec les gens qui nous insultaient, et moi, personnellement, je l'ai pas mal fait. Il y en a qui ont tout à fait compris, et il y en a pour lesquels on n'a jamais réussi à dépasser et à leur faire comprendre que la reprise de Je suis Charlie et l'empowerment ne signifiait pas qu'on soutenait Charlie Hebdo à 100% dans ses couvertures et dans ses convictions. Et du coup, il y a quand même une fracture d'âge, je pense, malgré tout, et sur je sais pas comment on peut appeler ça, les mots d'ordre ou les slogans qui peuvent connaître un buzz virtuel important, que sur une certaine génération. Enfin, je sais pas si moi ça m'intéresserait de voir s'il y a eu d'autres expériences ou similaires ou inverses, mais clairement il y avait pas moyen de leur faire comprendre que Je suis Charlie ne voulait pas dire j'adore tout ce que fait Charlie Hebdo. Marion. On a eu le même sujet en fait à la fondation de Je suis Charlie. Nous effectivement, dès le 7, on a posté un message de soutien et de compassion en reprenant le petit logo. Et effectivement, on a eu quelques messages, alors pas des tombereaux, pour de vrai, on a dû en avoir 5 ou 6, nous rappelant que Benoît XVI notamment avait été le victime également de ces caricatures. Et en fait, là-dessus, on n'a pas répondu. Nous, on a laissé courir, d'autant que, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, la communauté s'est autogérée et plein de gens, en fait, ont répondu en disant mais c'est pas le sujet, là, l'idée, c'est quand même qu'il se passe un truc terrible dans le pays, qu'il faut soutenir, et voilà. Et après, on a quand même fait un petit clin d'œil à ça, parce que je crois que c'était sur le site des Jésuites, où ils avaient republié quelques heures après les caricatures justement qui concernaient l'Église catholique, et du coup on s'est dit quelques jours, et ils ont expliqué d'ailleurs pourquoi ils les avaient retirés, mais donc du coup c'est vrai que nous les quelques messages désagréables, on a choisi sciemment de ne pas y répondre et de laisser les gens autogérer, et ça s'est passé comme ça.
En tout cas, moi, ce dont ça m'a fait prendre conscience, c'est effectivement l'importance vraiment du choix parfois de 3 mots, quoi. Et à quel point tout l'article qu'on peut publier derrière disparaît derrière 3 mots, quoi. Mais après, c'est des questions qui sont quand même assez clivantes sur certaines communautés, et que de toute manière, effectivement, il y a un moment donné, on peut pas engager un dialogue en se disant vraiment, on va lui faire comprendre ce qu'on a voulu dire ou ce qu'on a voulu faire. Hein. Je crois qu'il... Ça a marché sur certaines personnes, oui, et pas du tout avec d'autres. Oui, pardon. J'appuie juste, voilà. Alors moi je suis Vanessa Rita, directrice du développement de la plateforme change.org, et je voulais juste dire que ce qui était très intéressant sur la plateforme, c'est que comme on disait une plateforme ouverte, justement on avait tout type de sujets et tout type de messages qui pouvaient en tout cas soit se confronter, soit se compléter. Et je voulais simplement dire que je voyais là 4 choses fondamentales, et c'est ce que je recommande très régulièrement aux associations qu'on accompagne et qui utilisent change.org. C'est tout simplement déjà d'avoir un objectif bien déterminé, ensuite d'avoir des cibles bien déterminées, et par rapport à ces cibles, de savoir pour chaque cible comment est-ce qu'on traduit ce qu'on a à dire. Parce que bien souvent, et c'est exactement ce qu'expliquaient pas mal de personnes dans la salle, en fait, c'est la difficulté de traduire en mots simples et en langage grand public son identité, ses fondements. Et c'est là tout le travail. En fait, je comprends ce que disait monsieur. Voilà, vous aviez certainement un objectif très particulier. Les apprentis d'Auteuil en ont un autre. Et en fait, ils sont totalement complémentaires. C'est juste qu'ils ne s'adressent pas aux mêmes personnes. Mais c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et après, c'est de savoir utiliser les bons outils pour s'adresser à chacune de ces cibles, en fait. Voilà. Oui. Bonjour, Cyril Vincienne, Mouvement Sève. J'aurais une question d'ordre plus technique par rapport aux outils. Alors, c'est peut-être... la question s'adresse plus, je pense, aux derniers intervenants. Tout à l'heure, on parlait effectivement de public avec naturellement des profils différents et des âges différents. Dans les différents outils que vous utilisez, comment est-ce que vous êtes amené à les mixer quand vous êtes en face d'un public parfois âgé et un public nettement plus jeune? Est-ce que vous utilisez des outils différents, des messages différents? Quels sont, enfin naturellement vous me direz c'est une question de moyens, bon on va pas rentrer dans ce débat là, mais quels sont un petit peu justement les outils qui selon vous sont les plus adaptés pour un public qui finalement qui a des usages technologiques assez variés? On va demander à Salah. Apprentis d'Auteuil, ils ont un public de femmes entre 45 et 65 ans. Sur Facebook. Sur Facebook seulement. Ouais, donc Salah, est-ce que c'est la même chose? Nous, c'est très différent. On a les deux types de publics avec une grande plage d'âge. Notre cible est très jeune de toute façon. Nos donateurs sont très jeunes. La moyenne, je pense, doit tourner à 30 ou 35 ans. Nous avons, contrairement à beaucoup de grandes ONG, nous avons très peu de retraités. Nos bénévoles ne sont pas du tout de ce type-là aussi. Généralement, les bénévoles sont plutôt des personnes retraitées ou autres. Chez nous, non, c'est beaucoup plus des jeunes. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Il y a peut-être une identification. Après, il y a aussi peut-être que dans 30 ans, nos bénévoles seront plus âgés. Normalement. Nous sommes, somme toute, une association relativement assez jeune. Du coup, peut-être que les personnes plus matures aujourd'hui ne nous ont pas connus dans leur jeunesse. Et c'est peut-être pour ça qu'on a un public très jeune. Notre communication se fait par mailing, donc courrier papier, à destination des donateurs. Donc les personnes qui ne sont pas très axées sur le numérique vont plutôt... nous suivre par ce canal-là, et nous avons évidemment beaucoup d'actions sur les réseaux, sur les SMS, les emailing, etc. Et là, on va toucher une autre population. Et parfois, nous avons beaucoup de donateurs qui nous appellent, nous disent arrêtez de nous envoyer du courrier, vous gaspillez l'argent. Samy, tu m'aides? Je pense qu'on est à 40% là, ou plus. 40% sur Internet. Il y a 3 à 4 ans, on était à peu près à 30%.
Oui. Alors, apprenti d'Auteuil. Bon, alors. Et la moyenne nationale du don moyen? C'est 9% le don en ligne. Ah voilà, ouais, donc on est à 40%. Et ça a très très vite progressé le don sur notre internet. Ouais. Je peux répondre aisément à ça. Donc en fait, le Secours islamique est le premier utilisateur Internet, et en tout cas le premier à faire sa collecte en ligne avec 40%. Ensuite, on a les Restos du Cœur et la FM Téléthon qui sont autour de 23%. Et après, toutes les autres associations sont en dessous de 6% des dons qu'elles collectent en ligne. Enfin, des dons qu'elles collectent, sur l'ensemble des dons qu'elles collectent. Ouais. Je sais que dans le... La moyenne nationale, on est à 7%, enfin même pas 7%. Ah oui, parce que moi j'avais dans l'étude de l'agence Limite là sur le don en ligne qui est faite au mois de janvier, à laquelle je me réfère, c'était 9%, je crois. C'était ce qu'ils donnaient. Mais... En fait, pour les références les plus récentes, il y a le baromètre France Générosité qui est paru il y a un petit peu moins d'un mois, et c'est des chiffres mis à jour sur un échantillon plus important aussi d'associations. Voilà, l'étude Limite, c'était sur environ 1000 donateurs. Donc voilà. En tout cas, le rapport France Générosité, je vous le conseille. Ouais. Bon, en tout cas, du coup, moi, Apprenti d'Auteuil, on fait plutôt partie de la fourchette plus basse, puisque nous, grosso modo, on est à 4,5% du don en ligne. Donc moi, on n'a pas du tout le même public. Moi, les miens, ils sont bien plus âgés. Et c'est vrai que dans les bénévoles qui nous accompagnent, on est aussi plutôt quand même sur des profils de retraités. Après, dans les outils qu'on utilise, évidemment, on va mixer les canaux en fonction des populations. Donc, on va privilégier effectivement le mailing papier sur une cible, la plus âgée. Quand bien même aujourd'hui, on sait que la fracture numérique n'est plus ce qu'elle était il y a quelques années, et que les seniors sont tout à fait équipés d'Internet et tout à fait connectés aux réseaux sociaux. Donc, j'ai eu une petite moquerie quant à mes femmes sur Facebook, mais c'est vrai que j'ai dit fan. dans ma population, dans ma communauté Facebook, c'est vrai que les représentants les plus importants, ce sont les femmes 45-65 ans. Donc c'est assez atypique comme population, en tout cas sur Facebook. Mais de plus en plus, aujourd'hui, on a des donateurs qui nous demandent une communication digitale. Et notamment tous les donateurs qui sont arrivés il y a quelques années comme bienfaiteurs de la Fondation en utilisant Internet comme canal de don, aujourd'hui privilégient en fait une communication online. Donc voilà, on mixe du papier, de l'emailing. On a également un journal qui est envoyé tous les 2 mois à nos donateurs, donc là vraiment une papier. Après, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on n'est pas capable d'adapter notre communication à une population, puisqu'on est sur de la grosse masse. Donc voilà, ça demande des ajustements de base de données. Prochaine question. Donc je vois que tout le monde a été comblé. Et donc j'attends Raphaël qui vient de disparaître pour qu'elle nous fasse la clôture. Alors voilà. Entre-temps, parce qu'il faut que je meuble, donc je vous donne l'étymologie du mot péché. Ça vous intéresse sûrement. Donc on ne sait pas très bien, c'est pas l'arméen, mais a priori, si vous regardez dans Wikipédia, péché, c'est rater son objectif. Donc on en parlait tout à l'heure. C'est très intéressant, c'est un mot d'entrepreneur. Et ensuite, c'est rater le sens, c'est rater Dieu, évidemment. Mais donc, ne ratez pas votre objectif en communiquant. Donc, ne soyez pas dans le péché. Voilà, à toi, je meublais, à toi, Raphaël. Pour clôturer. Il n'y a plus de questions, donc on donne le mot pour nous envoyer communiquer. Oui, il n'y a plus de questions. Ça marche même pas, tu vois. Merci beaucoup. Merci, j'espère que ça vous a enrichi dans vos réflexions et que vous communiquerez mieux, et notamment sur Internet.
Et on reste à votre disposition donc sur WebAssos pour vous aider sur la toile. Merci.